Ouais. Bonjour à tous et bienvenue sur la conclusion de ce long débat que j'ai lancé il y a quelques mois de cela maintenant. Y a-t-il un fond, une forme dans une œuvre cinématographique? Et après avoir parlé de ce sujet avec des cinéphiles à plusieurs niveaux dans un premier épisode, avec un professeur en philosophie dans le second, avec des fabricants de films dans le troisième, pour cette conclusion, j'ai voulu inviter un critique de cinéma littéraire, car je l'avoue, c'est vraiment la vision du cinéma dont je me reconnais le plus. Et pour ce dernier épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un des membres de l'émission Critique de cinéma et littéraire d'un jeune occasionné, François Bégodeau. Pour vous présenter, vous êtes écrivain, réalisateur de documentaires, critique de cinéma et littéraire et auteur de pièces de théâtre, entre autres. Bonjour François Bégodeau. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de renouer le dialogue sur ce débat, parce que c'est vrai que la première fois que nous en avions discuté, je ne connaissais pas encore votre émission. C'est avec le buzz de votre critique sur le film de Spielberg de Fabelman que je vous ai découvert. Et depuis que je vous écoute, je m'aperçois à quel point je me suis trompée à votre sujet et sur votre vision sur le cinéma, qui finalement se rapproche beaucoup de la mienne. Comme ont fait mes intervenants pour les autres épisodes, pour initier vos propos, vous pouvez utiliser des films de toute époque confondue et de toute nationalité. Je ne suis qu'une petite cinéphile et j'aime écouter, apprendre, questionner le cinéma et découvrir l'univers de mes intervenants. Alors, la première question, elle est simple, c'est celle du thème principal. Y a-t-il un fond, une forme dans une œuvre cinématographique? Alors, on commence pas par la question la plus facile, mais parce que c'est une question relativement insoluble. Comme souvent les questions esthétiques, je pense que les questions concernant l'art, peut-être concernant d'autres sujets aussi, mais notamment l'art, pour moi, elles ne souffrent pas de réponses générales absolument satisfaisantes. Et donc, en fait, toutes ces questions se rejouent toujours d'œuvre en œuvre. Et c'est pour ça que moi, je trouve que le discours le plus pertinent, le mode de discours le plus pertinent qu'on peut développer autour des œuvres, c'est la critique. Parce que la critique, en général, quand même, son geste de base, c'est quand même de se concentrer sur une œuvre. Et c'est au sein de cette œuvre qu'elle va éventuellement rejouer des questions esthétiques, qui seraient par exemple des vieilles questions esthétiques générales qui me passionnent, hein, qui seraient par exemple celles de la forme et du fond. Donc c'est vrai que j'ai toujours un petit peu de mal à y répondre en général, mais je peux quand même essayer de dire quelque chose de simple. Moi, ce que j'ai fini par appeler la forme, qui est la chose qui m'importe le plus en art, parce que pour moi, l'art, c'est d'abord quelque chose qui nous propose des formes, mais je pense qu'il faut prendre le mot forme dans son sens le plus simple, le plus élémentaire, et sans doute aussi le plus accueillant. C'est-à-dire au sens où, comment dire, vous voyez, si je prends cet objet-là, bah, vous l'identifiez comme des lunettes, ce sont mes lunettes que je porte pour lire, et elles ont une forme que je pourrais décrire, voilà, à partir de toutes ces composantes. Il y a des verres qui sont presque carrés, rectangulaires, mais avec des angles arrondis. Voilà, il y a des branches qui sont plutôt parallèles l'une à l'autre. Bon, pour moi, si une œuvre d'art, on la prend déjà comme ça, moi je trouve que c'est très bien. C'est-à-dire tout simplement décrire sous quelle forme elle s'avance vers nous. Comme un être humain s'avance vers moi avec aussi une apparence, ou plutôt une réalité matérielle. Un être humain, il s'avance vers moi, tout de suite je peux dire: «Tiens, il est grand», parce qu'il fait 1,90 m, ce serait une notation relative par rapport à ses congénères. Tiens, je pourrais dire, il a des cheveux, blonds. Je pourrais dire, il est habillé, il a un anorak. Je pourrais dire, il a une démarche relativement, comment dire? Il fait des petits pas courts, pour avancer et précipiter. Il a les bras qui bougent beaucoup quand il marche, et cetera. Bah, pour moi, tout ça, c'est la forme. Je me suis entendu utiliser un autre mot, parfois spontanément, dans les gènes occasionnés ou ailleurs, c'est la morphologie. Parce qu'on revient un petit peu au même. Il faut voir la morphologie d'un film, et pour moi, ça serait presque l'ensemble de sa réalité matérielle. Donc, dans ce cas-là, moi, j'inclus beaucoup de choses dans la réalité matérielle d'un film, quoi. Et donc, la forme, ça serait presque pratiquement l'ensemble du film, quoi. Je pourrais aussi dire, par exemple, que pour moi, chose qui, à mon avis, est trop souvent oubliée dans les considérations dites formelles, c'est les acteurs. Pour moi, les comédiens, c'est de la forme, parce qu'eux aussi, ils ont une matérialité, eux aussi, ils ont une apparence, ils ont un certain type de jeu, comme il y a certains types de mouvements de caméra.
on s'accorde volontiers pour dire noter par exemple qu'il y a un travelling latéral dans telle scène, ça c'est de la forme. Parce que c'est la caméra, et la caméra, c'est la forme. Ouais, mais moi je pense aussi que si vous avez un acteur très démonstratif de son émotion dans le plan, en gros plan, d'abord vous ne voyez que ça, et ben c'est de la forme. Parce que le réalisateur et l'acteur auraient très bien pu donner une autre forme à ce visage. Une forme plus impassible, une forme plus neutre. Et tout ça va s'inscrire dans l'ensemble de la matérialité du plan, où on aura l'éclairage, la façon dont le visage est éclairé, la façon dont il est cadré, c'est-à-dire là, on va dire gros plan. On aura dire, est-ce qu'il y a un arrière-plan visible? D'abord, est-ce qu'il y a un arrière-plan ou est-ce que le visage est sur une espèce de surfond de mur? Bon, deuxièmement, est-ce que cet arrière-plan est flouté, pas flouté? Est-ce qu'on voit passer des gens dedans? Tout ça, c'est la forme. Ok, mais son visage aussi. Alors après, une fois que j'ai fait cette définition très très large de forme, qui va peut-être pas nous avancer, je peux quand même, pour nous aider un peu, distinguer ce qui me paraîtrait un peu moins la forme dans un film. Et pour moi, ça serait peut-être son sens, quoi. C'est-à-dire son message, son discours, les choses qu'il a à dire. Autant de choses qui peuvent être tout à fait passionnantes, hein, moi je crache pas dessus. Des fois, les films, ils ont à dire des choses hyper intelligentes, en tout cas très subtiles. Mais disons que moi, c'est pas ça qui va m'intéresser le plus parce que dans ces cas-là, j'ai parfois l'impression que ce même discours aurait tout aussi pu au tout aussi bien, pardon, se dire, par exemple, dans un article de journal, dans un livre, par d'autres supports, quoi. Qu'à ce moment-là, disons, le cinéma est un peu négligé, quoi. La matérialité du cinéma et ce qu'apporte de spécifique le cinéma comme matérialité, comme phénomène physique, est un peu, finalement, relégué au second plan, si je puis dire. Donc là, ouais, je trouve que de ce point de vue-là, mais ça, peut-être que ça va nous amener sur d'autres questions. Je trouve que dans le commentaire sur les œuvres, en général, une trop grande place est accordée à ce que je viens de pointer comme étant non formel dans un film, quoi. Je trouve qu'on parle beaucoup des discours des films, beaucoup de ce qu'ils ont l'air de dire, de ce qu'ils pourraient vouloir dire, de ce qui ceci, cela, chose que je fais moi-même. Mais je trouve qu'il y a une part qui est trop importante faite à ça, par opposition à ce que j'ai appelé le forme, c'est-à-dire la matérialité du film. Bah, du coup, est-ce que ça néglige pas quand même le côté artistique du coup de ce qu'a voulu, démontrer le réalisateur? Moi, justement, j'aurais plutôt tendance à penser l'inverse. On parle trop de l'image justement et des fois pas assez, de l'histoire elle-même. Bah, oui, voyant les questions, comme vous avez eu la gentillesse de m'indiquer les questions qu'on allait traiter Ouais, aujourd'hui, voyant, je voyais bien qu'il y avait une espèce de postulat qui est le vôtre, ouais, à savoir que dans le commentaire sur les œuvres, mmh, une part trop importante serait faite à la forme ouais, et sans doute une part moins importante, donc à ce que moi j'appellerais le discours. mmh, Et bah, c'est pas exactement le constat que je fais. Donc là-dessus, on n'est pas d'accord sur le constat. Moi, je pense que la critique, la vraie, s'occupe de forme, ouais, heu, quand elle fait vraiment son boulot. ouais, Mais en général, moi, je trouve qu'on parle beaucoup de ce que racontent les films, de leurs récits, mais pas tant de la structure de leurs récits que de leur, de ce que ça raconte, puis donc de ce que ça dit, quoi. C'est-à-dire que quand on parle du Scorsese, on va ouais, beaucoup s'interroger pour savoir si c'est féministe, pas féministe, si Scorsese a raccroché le wagon du wokisme ou pas, lui qui a souvent été quand même un cinéaste assez, on va dire patriarcal, pour le dire vite. Moi, c'est beaucoup ça que j'ai entendu quand j'ai suivi le débat au Cercle, par exemple, qui est l'émission de Canal+, que je regarde souvent, voilà. Bon, c'est quand même de ça qu'il était question. Je les ai mmh, pas beaucoup entendus détailler, la façon dont les scènes étaient construites. Je les ai pas beaucoup entendus parler de raccord dans l'axe, qui mmh. est une figure que Scorsese maîtrise avec un brio extraordinaire et qu'il resserre là. Enfin, je n'ai pas beaucoup entendu de considérations véritablement formelles, quoi. Donc là-dessus, je sais pas, on n'écoute peut-être pas les mêmes Ouais, critiques, vous et moi. ou alors, on voit pas la même chose aussi, on n'a peut-être pas aussi la même vision finalement du coup, enfin, en tout cas pour l'exprimer quoi, en fait. C'est possible. Du coup, est-ce que nous sommes dans une génération de réalisateurs qui s'appuient trop sur la forme, par contre? Bah, là, c'est pareil, je crois qu'il faudrait vraiment, commencer Ouais, par vraiment détailler un peu les choses parce que pour moi, une génération de réalisateurs, ça veut tout et rien dire. Je veux dire, mmh, il y a en ce moment dans l'offre cinématographique mondiale, il y a à peu près tout et son contraire et ouais, c'est d'ailleurs tout à fait heureux.
Il y a une profusion de propositions très, 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 très disparates. Il y a des échelles d'économie du cinéma qui sont mais absolument dissemblables, quoi. Je veux dire, entre les blockbusters qui coûtent des centaines de millions et tel documentariste qui arrive à faire vaguement un film avec 20 000 euros ou 30 000 euros parce qu'il a eu 2-3 aides régionales. Bon, tout ça, pour moi, c'est du cinéma et l'un n'est pas plus du cinéma que l'autre et c'est extrêmement dissonant. Enfin, je veux dire, c'est un monde très, 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 très hétérogène, quoi. Alors peut-être qu'il faudrait distinguer, je ne sais pas, peut-être que vous pensiez en disant génération de réalisateurs, ce serait quoi? Ce serait les réalisateurs un peu dominants du moment, un peu ceux qui Oui, sont c'est ça, comme Villeneuve, oui, tout à fait comme Villeneuve, par exemple, où moi, je me suis sentie, par exemple, très infantilisée par son fameux Dune, justement par l'image, quoi. Il expliquait tout vraiment par l'image, l'histoire, en fait. Et à la fin, je me suis dit, mais il m'a pris. Enfin, on voit que c'était un film pour les gens qui ne connaissaient pas l'univers Dune. Je ne sais pas si vous l'avez vu, du coup, le film. Oui, j'ai vu. Voilà, j'avais l'impression vraiment de ça et que du coup, ben, je me suis sentie un peu bête, quoi, un peu, ouais, c'est ça, infantilisée en fait par l'image. Et du coup, je suis sortie, ouais, bon, c'est. Et Villeneuve fait partie de ces réalisateurs, voilà, pour moi, qui commencent un petit peu à me déranger sur ces derniers films, à faire du cinéma essentiellement comme ça, en fait. Moi, je crois qu'effectivement, si on prend juste ce pan-là du cinéma, qui est effectivement peut-être le plus en vue et peut-être le plus légitimé, on va appeler ça le cinéma d'auteur américain avec une visée économique extrêmement ambitieuse. C'est-à-dire, il faut faire du monde, il faut beaucoup de spectateurs dans le monde. Bon, moi, dans cette catégorie-là, il y aurait évidemment Villeneuve, il y aurait évidemment Nolan, il y aurait, pourquoi pas Spielberg, mais en queue de comète, enfin, disons, en fin de carrière. Il y en aurait quelques-uns comme ça qui seraient. Bon, alors Ridley Scott aussi, tiens, par exemple. Alors, prenons donc ces exemples-là où, effectivement, je pense qu'il y a un tronc commun entre ces différents réalisateurs. C'est que, étant dans des économies extrêmement ambitieuses et qui visent à ramener dans les salles énormément de gens pour pouvoir rembourser des budgets colossaux qui sont les leurs, il faut qu'ils attirent des gens dans la salle, et pour attirer des gens dans la salle, il faut qu'ils déploient beaucoup de spectacles. Bon. Ils peuvent avoir les uns et les autres des ambitions thématiques, philosophiques. Je pense que Villeneuve, il brasse 2-3 thèmes comme ça. Ridley Scott, il peut avoir 2-3 trucs à dire aussi. Nolan, alors il a beaucoup de trucs à dire, lui, parce qu'il a notamment ces grandes édifications mathématico-quantiques. Bon, c'est quelqu'un qui en a dans la cervelle et qui a envie que ça se sache. Et donc, il travaille un certain nombre de thèmes, quoi, mais il faut qu'il le fasse dans un écrin formel extrêmement spectaculaire. Donc là, c'est des films qui sont très matu-jus, qui nous en mettent plein la vue, qui en général déploient une ingénierie techno-industrielle bon, tout à fait conséquente, qui fait partie de leur argument de vente. Et de leur argument marketing, vous allez en avoir plein la vue, et le tournage a duré 6 mois, et l'équipe était composée de 600 personnes, et il y avait 13 ateliers différents, les uns se sont occupés des effets spéciaux de telle scène, les autres se sont plutôt occupés de ceci, cela, ou je sais pas quoi. Donc là, on va beaucoup mettre en avant ça, comme si c'était un argument esthétique. Comme si, voilà, moi, alors si c'est dans ces termes-là que se joue la question, là, ça ne m'a pas échappé. Bon, je crois que ces arguments que j'appellerais presque techniques, voire techno-industriels, avec l'idée qu'on va un peu épater les gens parce qu'on va montrer la virtuosité technique. En fait, l'ingénierie technique, la grandeur de l'ingénierie technique qui a été convoquée par le tournage et par la fabrication du film doit se voir à l'écran. Et donc, il faut que ce soit particulièrement monumental et qu'on puisse se dire, voilà, ça a dû être fait avec beaucoup, beaucoup de moyens. Il y a dû y avoir beaucoup d'intelligence scientifique ou de savoir-faire ou de compétences ou de capacités technologiques pour en arriver là. Bon, ça, c'est sûr que moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas beaucoup. Si un film se limite à ça, si on accule le spectateur à simplement être épaté par la performance techno-industrielle, bon, je ne trouve pas que ce soit négligeable, parce que de toute façon, ça appartient aussi à l'histoire du cinéma. Je veux dire, le grand cinéma hollywoodien, un peu gigantiste ou monumental des années 50, une espèce d'Hollywood un peu tardif, les péplums, les grands westerns spectaculaires et d'autres films de cet ordre-là, avaient déjà cette façon
d'en foutre plein la vue, parce que déjà à l'époque, il fallait lutter contre ce qui était immédiatement intuité comme étant l'ennemi du cinéma, à savoir la télévision émergente. Mmh. Comme la télé était en train de faire concurrence, en tout cas aux yeux des financiers du cinéma ou des parties prenantes du cinéma, étaient en train de faire concurrence au cinéma, il fallait que le cinéma dans la salle ait une valeur ajoutée par rapport à la télévision. Et ce qu'il avait comme valeur ajoutée, c'était le gigantisme. Là, vous allez en avoir plein la vue, alors qu'un petit écran, une petite lucarne, comme on l'appelait à l'époque, bon, bah là, vous n'en aurez pas plein la vue. Vous allez trouver peut-être de l'intérêt à ce que vous allez voir à la télévision, mais ça ne sera pas une espèce de séquence qu'on n'appelait pas encore immersive à l'époque, qui serait comme ça un pourvoyeur de sensations. Mais ça, en fait, bon, c'était déjà les années 50, et c'est à peu près ce qui s'est rejoué dans le cinéma des années 2000-2010 par rapport à la concurrence des séries dites Mmh. télévisées ou des séries regardées par informatique. Donc là, de nouveau, il a fallu que les blockbusters américains partent dans une espèce de surenchère technique ou technologique pour pouvoir dire ce que vous voyez là au cinéma, vous ne le verrez pas chez vous. Donc ça vaut le coup que vous alliez dépenser 14 euros, 15 euros, voire même maintenant 22 euros. Voilà l'idée. Donc on a affaire à ça. En même temps, il ne faut pas cracher dessus non plus. Ça fait partie du cinéma. Mmh. Le cinéma a toujours, disons, signé un pacte avec la technologie. Mmh. C'est une invention d'ailleurs technique, technologique de départ. Et c'est ça qui nous a permis d'avoir le cinéma. Donc, soyons un peu reconnaissants, ayons un peu de gratitude vis-à-vis de la technologie. Et la technologie au cinéma, elle a permis tout un tas de choses tout à fait intéressantes, brillantes, épatantes. Voilà, la technologie du son a permis beaucoup de choses aussi. Donc, je veux dire, il faut pas rejeter la technologie comme étant une sorte d'intrus dans le cinéma, qui serait un corps impur qui s'immiscerait dans le cinéma par, la voie de calcul capitalistique. Il faut regarder ce que ça fait, quoi. Mmh. Et moi, voilà, je peux regarder, il y a des scènes chez Nolan que je trouve intéressantes, il y a des scènes chez Villeneuve que je trouve intéressantes, il y a des scènes chez même Ridley Scott, c'est vraiment, alors là, pour moi, c'est un petit peu le cancre des trois, mais Ouais. même chez Ridley Scott, il peut y avoir dans les batailles de Napoléon, qui est un film que j'ai critiqué, que je n'aime pas Ouais. du tout, mais il y a des moments des batailles dont je peux me dire: «Tiens, ça, c'est quand même plutôt intéressant». Ça, oui, effectivement, ça je trouve que bon, voilà, le cinéma, c'est intéressant que le cinéma garde sa vocation spectaculaire aussi, quoi, Mmh. et sa vocation de sortie du samedi soir en famille. Mmh. Moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est comme en toute chose, moi, je tolère toutes les formes. Ce qui m'inquiète toujours, c'est quand une forme devient hégémonique, voilà, et qu'on Mmh. peut plus faire autrement. Mmh. Et en ce moment, effectivement, le grand cinéma populaire américain, à visée planétaire, s'est mis lui-même dans la merde. Il Mmh. s'est lui-même mis dans une nasse où il est presque obligé à chaque fois de faire plus grand, plus démonstratif, plus épatant, plus m'as-tu vu. C'est ça le problème en fait, c'est qu'il ne Mmh. peut pas y avoir maintenant de films populaires américains à vocation planétaire ou à visée planétaire qui soient, je dis pas des petites formes mineures, mais en tout cas des choses un peu plus, disons, calmes, beaucoup moins, cherchant moins les pattes que les Sam Mendes et autres. On n'a pas parlé de lui non plus, mais voilà, moi j'ai détesté 14 pour ça, parce que j'ai Mmh. l'impression qu'on ne s'occupait pas du tout d'essayer de restituer un minimum ce à quoi avait pu ressembler la douleur des poilus, qu'on Ouais. faisait du spectacle son et lumière, ambiance tranchée, quoi. Ouais. Ambiance tranchée comme il y a des parcs d'attractions à thème. Ouais. Ça, je trouve ça profondément obscène. Ouais. Mais indépendamment de Mendes, voilà, ma seule inquiétude, ça serait celle-là, quoi. Je veux dire, vive la technologie, vive la technique, parce que je pense que parfois elle permet de déployer des formes, Mmh. et elle permet de faire avancer le cinéma, d'explorer des configurations formelles qui n'ont pas été explorées. Le problème, c'est quand on nous impose ce standard-là, et Ouais. que et qu'en plus on formate les spectateurs, on les métabolise, ou en tout cas on les façonne de sorte qu'ils ne soient plus du tout disponibles pour d'autres formes. C'est-à-dire que maintenant, il y a des films d'action des années 80 américains qui, à un certain public contemporain qui est client des auteurs qu'on a dit, mais aussi de choses beaucoup plus bas de gamme comme les franchises, Ouais. je pense que devant certains films des années 80, ce spectateur-là s'ennuierait. Il trouverait, ça lui ferait presque l'effet d'être un film de Rohmer, quoi. Voilà, Mmh. j'exagère, mais un peu. Il y a un Bah, peu de vrai. c'est marrant que vous dites ça parce que moi je trouve que justement, la décennie 2010, elle ressemble beaucoup aux années 80 dans le terme côté alors, là c'est vrai que je ne m'en ai pas du tout posé la question, mais c'est vrai que moi j'ai ce sentiment qu'il y a
un cinéma de propagande un petit peu qui revient justement dans les blockbusters et essentiellement aussi dans les films de super-héros. Bon, du coup, ça serait un autre débat. Mais du coup, voilà, qui serait un peu étouffé par la forme, justement, même pour le côté spectacle, etc. Et ouais, non, c'est sûr, je suis complètement d'accord qu'il faut absolument pas la rejeter. La photographie, c'est là pour ça. Et depuis la nuit des temps, justement, par rapport à ce que vous disiez, on peut citer aussi Naissance d'une nation, qui a déjà fait poser des questions à l'époque des films muets, justement, comment faire justement traverser l'émotion, non seulement avec des plans sans sens, sans dialogue. Et c'est vrai que c'était déjà une des questions posées à cette époque-là, parce que c'est Naissance d'une nation, voilà, aujourd'hui c'est considéré comme le premier blockbuster américain raciste. Voilà, mais voilà, on voit ça peut faire aussi que par l'image en fait. Mais Et que, d'ailleurs, comment dire, pour purger notre échange de toute connotation idéologique sur ce sujet-là, je veux dire, ouais, au même moment en URSS, ouais, Eisenstein fait des films d'action. ouais, Il invente par le montage et par les moyens technologiques nouveaux du cinéma que lui fournissent aussi l'industrie soviétique naissante, mmh, et qui vise aussi grand et qui vise de la propagande aussi, hein, qui est tout aussi propagandiste que Great Feat, mais peut-être, disons, sur des options idéologiques inverses. Bon, bah, c'est aussi un film qui vise le spectacle, qui vise ouais, vraiment à emporter son spectateur par la splendeur formelle, par le déploiement formel dingue de Eisenstein, par tout un système de cadrage, de montage, de musique, voilà, des plans qui veulent vraiment faire impression, laquelle impression doit se convertir aux yeux d'Eisenstein et sans doute de ses financiers, en tout cas de ses soutiens soviétiques, comme pouvant emporter la conviction idéologique. Donc, bon, cette affaire est bien ancienne, hein, déjà. Le cinéma, voilà, c'est ça qui en fait un truc très intéressant, c'est mmh, il a frayé avec le pire en permanence. Il a un pacte avec le capitalisme qui est presque originel. C'est son pacte faustien originel. Et il y a toujours une collusion entre les intérêts d'argent et l'industrie du cinéma, et évidemment, qui porte bien son nom, c'est une industrie. mmh, Alors voilà, donc on est là-dedans, et bon, une position très puriste, et je pense au bout du compte assez démissionnaire, et en tout cas assez triste, consisterait à dire, ben moi je ne regarderai plus de films, puisqu'il y a la compromission avec le capital est tellement grande, notamment les films américains. Bon, on peut se dire ça. On peut aussi essayer de rester un spectateur un peu calme et de voir là où l'industrie produit des propositions esthétiques intéressantes, et ça lui est souvent arrivé. Par le jeu même de l'industrie, s'inventait du cinéma. Et puis il y a un moment où l'industrie, bah, comme souvent, elle devient au contraire rabat-joie. Enfin, c'est-à-dire qu'elle brime les artistes, elle mmh, brime la créativité, elle mmh, standardise les formes, ouais, elle banalise les récits, mmh, ou elle les balise, etc. Alors là, voilà, je pense que parfois, dans un même film, les deux tendances sont au travail. Je pense que par exemple, dans le nouveau Lantimos, qui est sorti, que j'ai vu hier, qui est très frais, qui s'appelle Poor Things, qui est un des premiers films que fait Lantimos avec vraiment les studios, comme on dit. ouais, Bon, ben, on voit les deux. On voit un Lantimos toujours profitant de la machine pour déployer son art, et en même temps subissant sans doute un peu la machine. ouais, OK. Oui, ça, je suis d'accord qu'on le voit, tout à fait dans certains films. Hem, du coup, est-ce que la forme a pris plus d'importance aujourd'hui dans notre façon de parler et de voir le cinéma? Ben voilà, on en revient à notre contentieux. Voilà. Non, moi je pense qu'effectivement, il y a une chose que je crois apercevoir dans certains médias autour du cinéma, en tout cas certains canaux de commentaires du cinéma. Je crois que ça se fait pas mal sur YouTube ou ailleurs. Je suis pas très assidu sur la critique du cinéma telle qu'elle se pratique sur YouTube ou sur Twitch peut-être, Mmh. ou d'autres choses semblables. Mais d'après ce qu'on me dit et d'après ce que j'entrevois parfois quand j'y fourre le nez, je vois que là, il y a d'abord est beaucoup prisé un certain cinéma qui a une grande dimension technologique. Mmh mh. Ça, c'est la première chose. Mmh. Je crois que ces gens-là parlent quand même beaucoup moins souvent de Thierry de Peretti qu'ils ne parlent de Nolan, et tous ceux qu'on a déjà cités, Ouais. et des gens encore plus obscurs, méconnus de moi, mais qui officient dans un certain cinéma spectaculaire, technologique. Et souvent, ces gens-là vont beaucoup parler de technologie, Ouais.
parce qu'ils se sont beaucoup documentés. En plus, ils aiment bien montrer leur science et leur expertise. Ils aiment bien vous faire comprendre qu'ils savent le matériel qui a été utilisé, le matos, la caméra, il s'appelle HX2. Voilà, et c'est une nouvelle, elle a été conçue par Sony. Ouais, c'est le nouveau modèle, non, ça c'est l'ancien modèle, etc. Ça, ils aiment bien ça. Et je déteste cette critique-là parce que je trouve que c'est une critique qui se la pète, enfin, qui montre sa chance. Je dirais même pas son savoir, je dirais sa chance. Et alors, égrener disons, la carte d'identité technologique d'un film n'a jamais fait une critique. Encore une fois, c'est pas négligeable, parce que je pense qu'il y a des éléments de technologie qui peuvent être réinvestis dans un geste critique, mais la simple, comment dire, oui, la fiche signalétique technologique ne fait pas critique. Donc là, oui, si c'est de ça qu'on parle, je pense qu'il y a cette petite tendance qui se dégage dans certains canaux qui sont peut-être devenus majoritaires maintenant. Moi, je la constate pas parce que moi, je suis old school et je continue, moi, à lire les critiques de cinéma de Libération, Le Monde, les cahiers du cinéma, voilà, les critiques papier, comme on pourrait les dire. Je regarde aussi beaucoup des gens qui font de la critique en ligne, mais qui s'inscrit dans une méthode critique plutôt ancienne. Je sais pas, du Criticat, par exemple, mais pas seulement. J'écoute des podcasts, mais des podcasts qui sont faits globalement par des boomers comme moi, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui ont été un peu formés au cinéma à peu près comme moi. Par exemple, Spéculation d'Emmanuel Burdeau, par exemple, Sortie de secours avec Muriel Joudet, Théo Héribeton et d'autres. Et ceux-là, eux, ils sont pas très, très portés sur la technologie. Donc peut-être qu'il y a là une espèce d'écart générationnel. Peut-être que les plus de 40 ans continuent à s'intéresser préférablement soit aux questions de forme telles que j'ai défini la forme dans un premier temps, soit au récit, soit à la thématique, soit à l'idéologie des films, et puis qu'on aurait, que se développerait chez des gens peut-être un peu plus jeunes, même si c'est une tradition qui vient de loin, hein, je dirais, elle a émergé dans les années 70-80 autour de revues comme Starfix ou des choses comme ça, avec une prima de la performance technique. Mais là, bon, peut-être que ces gens-là sont maintenant devenus majoritaires. C'est possible. Dans l'ensemble des discours critiques produits, tous médias confondus, il est possible qu'il y ait une part trop belle faite à ce que moi, j'appellerais pas la forme, hein, mais j'appellerais la dimension technotechnique des films. J'ai un copain comme ça qui justement fait des trailers et justement il a commencé à discuter avec des gens qui faisaient le même métier que lui. Il s'aperçoit à quel point ouais, c'est surtout l'image et par contre il manque d'émotion finalement à travers ces images. Et il est justement un peu en remise en question par rapport à ça où justement on est trop basé sur l'image et on manque parfois de faire passer l'émission et on est quelques cinéphiles comme ça à être entre nous. Et à essayer un peu de faire changer en disant qu'il n'y a pas que ça dans le cinéma, mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Oui, ouais. Mais je pense que là-dessus, il faut lutter pied à pied. Peut-être faire valoir des œuvres qui soient un peu moins. Moi, encore une fois, quand il y a. Si vous avez une scène de Hong Sang-soo, comme souvent les scènes d'Hong Sang-soo, elle va être en plan fixe, relativement large. Alors, la scène type d'Hong Sang-soo, qui est donc un cinéaste coréen pour ceux qui ne connaîtraient pas, et je leur recommande parce que c'est un de mes cinéastes préférés. Bon, la scène type chez Hong Sang-soo, c'est deux Coréens, une femme ou homme, ou les deux, ils sont de part et d'autre d'une table de restaurant. Alors, ils sont plus ou moins à genoux ou accroupis, un petit peu à l'asiatique, ou pas. Des fois, ils sont assis sur des chaises. Ils sont de part et d'autre, mais ils sont en plan large. C'est-à-dire, il y a un plan qui les embrasse tous les deux, et le plan ne bouge pas. La scène peut durer 5 minutes. Et ça bouge pas, c'est cadré, et puis ils se parlent. Voilà, ils se parlent, ils boivent souvent. Ils boivent moins maintenant dans les films d'Hong Sang-soo, parce que je pense que Hong Sang-soo boit lui-même un peu moins. Comme ces personnages lui ressemblent beaucoup, mais finalement, le taux d'alcoolémie a évolué en fonction du sien propre. Et donc, ils se parlent pendant 5 minutes. Pour moi, une scène comme ça, elle n'est pas moins formelle. Elle n'appelle pas moins un commentaire formel qu'un plan séquence très virtuose de Romain Gavras dans Athéna. A été réglé pendant 4 jours, et alors vraiment tout est à sa place, et on est époustouflé par la grande performance que M. Gavras s'est épuisé à mettre en œuvre pour qu'on puisse épater, quoi. Pour qu'on puisse être épaté. Moi, je crois qu'il y a autant de formes dans Hong Sang-soo, simplement, il faudrait voir, d'abord la décrire, vous voyez, j'ai commencé à la décrire, mais du coup, il faudrait voir la position des corps, il faudrait voir le ton qu'ils utilisent, parce que le ton, ça fait partie de la sonorité d'une scène, de son identité sonore, et c'est pas rien, la façon dont parlent les acteurs. Tout ça, c'est des sensations, c'est de la matière.
Et donc, il y aurait beaucoup de choses à dire. Puis, il y aurait beaucoup de choses à dire, surtout sur ce choix d'Aung San Suu de ne pas cutter, de ne pas raccorder, de refuser le chant contre chant. Tiens, pourquoi? Alors que tout le monde le fait. Tiens, 4,5 à l'arrière-plan. En général, il y a une baie vitrée, c'est la vitre du restaurant, et on voit des gens de la rue passer. Pourquoi Aung San Suu tient à ce point-là à ce qu'il y ait des gens en arrière-plan et qui passent, ou des bagnoles, ou n'importe quoi. Il y a 1000 choses à dire, et c'est de la forme. C'est une option formelle. Sans doute d'ailleurs beaucoup plus originale, singulière et audacieuse que les plans séquences de Monsieur Gavras, en fait. Parce que lui, finalement, il fait du cinéma comme les standards académiques veulent qu'on fasse du cinéma, des standards qui ressemblent d'ailleurs fondamentalement à ceux de la publicité. Ouais. J'ai pas du tout aimé Athéna, je l'ai vu, mais j'ai vraiment pas aimé. Bah voilà, on en parle du coup, oui, c'est ça, de rester quand même peut-être un peu plus vigilant quand il y a plus de démonstrations techniques dans la façon de voir le film. Encore une fois, il faudrait voir. Il y a un cinéaste qui est maintenant devenu enfin, comment dire, qui est salué par une unanimité, décidément, j'ai un peu de mal aujourd'hui. C'est Hitchcock. Hitchcock, maintenant, bon, qui irait se dire anti-Hitchcockien? Finalement, le monde se divise en deux. Il y a ceux qui pratiquent Hitchcock et qui l'adorent, et puis il y a ceux qui vont dire qu'ils adorent Hitchcock sans vraiment le pratiquer. Mais en tout cas, il va sans dire qu'Hitchcock est un grand cinéaste. Bon, il faut savoir que quand il a émergé, d'une certaine manière, y compris dans une certaine critique européenne, il y avait un soupçon chez lui d'être un peu justement un matu vu. Et comme il était aussi lui-même assez porté sur la virtuosité technique, quand même, il y avait ce côté, bah, je vais faire l'accord dans un seul plan, un film d'1 h 30 en un seul plan, bon, même s'il trichait. Enfin, il y a une impression de plan unique. Il aime bien ça, Hitchcock aussi. Il aimait bien les défis qu'il se lançait à lui-même et qui faisaient partie d'une certaine épate. Bon. Mais quand on revoit les films maintenant, d'une part, cette épate a beaucoup vieilli, parce qu'il a été très largement supplanté depuis en virtuosité technique, bien sûr, et pour cause, grâce à tout un tas de progrès, bon, et toute une ingénierie qui s'est beaucoup sophistiquée. Mais surtout, on s'aperçoit que c'est pas grave. C'est-à-dire que enlever à Hitchcock le côté un peu épate qu'il avait, c'est-à-dire, regardez, je vais réussir à faire ça ou à faire ci, à cette performance. Bon, eh bien, il reste Hitchcock, quoi. Il reste son art. Et on s'aperçoit que son art tenait beaucoup moins à l'épate qu'à des choses qui ont très très bien survécu, qui ont très très bien survécu à la péremption technologique de son cinéma. Comme quoi, donc, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir un cinéma qui affiche comme ça une certaine virtuosité, qui pourrait un peu tourner à vide, hein, qui n'a à dire qu'elle-même, en fait, qui n'a à afficher que sa propre virtuosité. Ça n'empêche pas que quand même un film puisse brasser des choses. Je pense qu'il y a chez Tarantino un goût de l'épate aussi. Il y a des choses extrêmement spectaculaires chez lui. Il l'a parfois dit dans les entretiens. Je me souviens de lui disant, moi, quand je fais une poursuite en bagnole, j'ai envie que ce soit la meilleure poursuite en bagnole de tous les temps dans le cinéma. Et comme je connais les 50 meilleurs, ben, j'essaie d'être de nouveau, de rentrer dans le top 1, quoi. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Simplement, chez Tarantino, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Par exemple, Tarantino est un grand dialoguiste. Et ça, enfin, en tout cas, c'est inégal d'un film à l'autre. Parfois, je trouve que parfois, ça devient presque un peu logoréique. Mais ça reste quand même un très très grand dialoguiste sur l'ensemble de son œuvre. Bon, ben ça, le dialogue, ça n'a pas grand-chose à voir avec le plan séquence, hein, ou avec une steadicam particulièrement tarabiscotée et qui va vous emmener dans un labyrinthe qui vous procurera une sensation proche d'un manège de fête foraine ou d'une immersion 3D ou d'un jeu vidéo. Donc c'est à ça qu'il faut voir, quoi. C'est-à-dire enlever la virtuosité, qu'est-ce qu'il y a dedans? Par exemple, dans le cas d'Athéna, on va de nouveau accabler cette espèce d'horreur. Oh, il mérite pas mieux, hein, franchement. Et puis ça va pour lui, il a de la thune, il fait des films, enfin tout va bien. Donc l'attaquer, il est fort. Il est bête, mais il est fort. Et bon, ben, je veux dire, c'est d'une crétinerie sans nom. Je veux dire, passer la virtuosité extrêmement ostentatoire du film, ça raconte rien de rien. C'est un film qui n'a aucune conviction sur rien, qui surtout s'en fout complètement de la banlieue, qui prend plutôt comme un espèce de terrain d'épanchement de sa virtuosité. Bon, c'est pas bon, donc voilà, il faut encore une fois, tout ça, tous ces débats se rejouent toujours de film en film, quoi. Et y a-t-il vraiment seulement par la forme que le réalisateur peut signer sa signature?
et aussi par une histoire. Bah, je sais pas, c'est pareil, il faudrait prendre des cas de cinéastes qui sont en vue en ce moment, qui sont particulièrement suivis. Je suis pas sûr que ce soit l'identité formelle d'un cinéaste qui soit mise en avant quand on essaie de repérer les continuités d'un film à l'autre. Ce qu'on a appelé un auteur à une époque. Ouais, L'auteur, c'était celui, bon, dont on reconnaissait la patte d'un film à l'autre. Et ouais, alors, la patte, elle s'exprimait parfois par des faits formels, c'était très clair chez Hitchcock, ouais, mais parfois aussi par des thématiques ouais. qui couraient d'un film à l'autre. Je veux dire, Woody Allen est un auteur, il ne restera pas trop vraiment par l'empreinte formelle Mmh. qu'il a apposée sur le cinéma. Je crois pas, hein, je ne pense pas qu'il y ait un plan de Woody Allen que formellement on reconnaîtrait entre tous. Ce qu'on reconnaît chez Woody Allen, c'est un univers, c'est un type de personnage, c'est un type de dialogue, c'est éventuellement un type de drôlerie, c'est une thématique. Il a des thématiques obsessionnelles, comme ça, et répétitives, notamment certaines questions morales qui courent dans beaucoup de ses films, ce qui les rend parfois d'ailleurs philosophiquement intéressants, en tout cas du temps où je voyais encore des Woody Allen, c'est-à-dire ouais, les années 90-2000, quoi. Puis après, j'ai vraiment arrêté. Donc voilà, je ne sais pas, en ce moment, c'est quoi les cinéastes qui sont suivis en Alors, France? on a cité un déjà, Nolan, qui utilise souvent les thèmes sur le temps, qui passe, Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'à chaque, l'explication, quoi. à chaque film de Nolan, on va quand même beaucoup mettre en avant ces thématiques Ouais, récurrentes. c'est ça. Ouais. Autant que sa patte formelle, il y en a une d'ailleurs, il y a une patte formelle de Nolan, ça se Mmh. reconnaît un peu, hein, Nolan. Mais donc voilà, mais je pense que sans aller vers nos Américains, là, si on prenait les cinéastes français dont on suit le parcours, qu'on les aime ou qu'on les aime pas d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment, encore une fois, la forme, ce qu'on appelle la forme, cette fois de façon un peu plus réductrice que la définition que j'en donnais, est-ce que c'est vraiment ça qui est mis en avant? Moi, je crois pas, je sais pas. Est-ce que vous avez repéré une forme de Rebecca Zlotowski? Et je dis ça avec l'intérêt que je peux avoir pour son cinéma, hein, c'est pas ça, heu, donc en fait, il me semble que oui, ce qui prime encore, c'est quand même plutôt des thématiques, Ouais. d'où ces expressions, qu'on retrouve dans la critique, que je trouve un peu médiocre, et bah, précisément, ce cinéaste nous revient avec ses obsessions, ses vieux démons, ses Mmh. thématiques attitrées. On retrouve tout l'univers de, tel ou tel, cinéaste, voilà, je crois que c'est quand même, je sais pas, Almodovar, par exemple, oui, il y a une forme Almodovar éventuellement, oui. En tout cas, une certaine façon de raconter, je dirais. Mmh. Mais il y a surtout des thèmes almodovariens. Il y a un univers, il y a un type de personnage, un petit peu haut en couleur dans un premier temps et hem, donc vous voyez, je pense qu'en fait, il me semble que ce qui va primer toujours dans le commentaire, général, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que quand on a parlé d'Anatomie d'une chute, par exemple, pour prendre un film très en vue de cette année, moi, j'ai pas beaucoup entendu de choses formelles sur le film. J'ai entendu énormément de débats pour savoir si ça filmait bien ou pas la justice, si c'était fidèle disons, au dispositif judiciaire en tant que tel. Deuxièmement, sur le personnage féminin, qu'est-ce qu'on doit en penser? D'abord, est-ce qu'elle est coupable? Est-ce qu'elle n'est pas coupable? Si elle est coupable, est-ce que ça veut dire que le film est à charge contre elle? Au contraire, est-ce qu'on n'est pas en train de produire une figure de l'émancipation féminine? Est-ce que c'est pas une femme qui est en but à une institution très patriarcale, c'est pour ça qu'on s'acharne sur elle? Oui, mais quand même, à l'inverse, il se trouve qu'à la fin, il est innocenté, donc ça prouve que le film est féministe et que la justice est finalement moins patriarcale. Bon, moi, c'est ça que j'ai entendu. Je veux Mmh. dire, plus que plein de choses, quoi. Et puis des choses parfois plus subtiles, mais qui étaient encore un peu thématiques. Le rapport à l'enfant, qu'est-ce qui se joue entre l'enfant et la mère? Est-ce que ces deux-là ne sont pas en train de s'adopter l'un l'autre, de s'apprivoiser? Est-ce que c'est pas fondamentalement l'histoire d'une femme qui enfin va s'assumer comme mère, alors que c'était un peu plus compliqué pour elle visiblement depuis le début? Et puis c'est un film sur le couple. Ça a été beaucoup dit. Moi, je pense que c'est un très grand film sur le couple. Et je l'ai dit dans La gêne occasionnée, hein, moi, ces thématiques-là, elles m'intéressent, hein, c'est dans le Mmh. film, donc je le dis. Mmh. Et disons, moi, je pense que c'est plutôt ça qui est mis en avant plutôt que ah tiens, comment est-ce que Justine Triet fait des plans, quoi? Comment est-ce qu'elle fait des plans? Personne parle de ça. En tout cas très peu, je crois pas. Est-ce que vraiment quelqu'un a vraiment essayé de disséquer la façon dont ça jouait chez Mmh. Justine Triet? Le jeu d'acteur, tu vois? Qu'est-ce que c'est que cette patte qu'elle a, qui fait que tout le monde joue bien chez elle? Et depuis le début de son cinéma, hein, moi j'ai vu tous ses films, ça joue bien tout le temps.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire comment est-ce qu'elle arrive à faire jouer, les acteurs aussi bien? On a vu la comparaison par exemple avec, j'extrapole un peu, mais il y a un film qui est sorti à peu près au même moment, qui était un film à procès, donc le procès Goldman de Cédric Kahn. Bon, pourquoi chez Triet tous les acteurs sont bons? Pourquoi ils sont à peu près tous mauvais ou au bas mot lourdeaux chez Cédric Kahn? Voilà une question formelle, formelle. Ouais, tout à fait. Formelle, fondamentalement, parce que je pense que c'est une histoire de direction, c'est une question de comment est-ce qu'on fait jouer les acteurs, comment on les installe dans le plan, quel temps on leur laisse, dans quelle temporalité de plan on les installe, et cetera, et cetera. Il y a plein de choses comme ça. Qui est-ce qu'on choisit dans le casting? Ça, c'est un choix très formel, hein, le casting. Le casting, c'est un choix formel, parce que c'est ces gueules-là que vous allez voir pendant le film, hein, et les gueules, elles vont être... Regardez, c'est comme dans le plan, regardez là, celui-là, là, celui dans lequel je suis. Mais c'est intéressant, regarde. Donc, vous voyez, il y a un écran pourri derrière, vous voyez des livres un petit peu en désordre. Bon, ça, c'est la forme. Je sais, c'est la forme du plan. Et puis, il y a ma gueule au milieu, et ma gueule, elle est quand même très importante dans le ressenti presque sensoriel, pléonasme un peu, pardon, de nos spectateurs sur comment ils se sentent par rapport à ce plan. Bon, c'est pas Ouais. vraiment un bon cinéma, mais voilà, c'est un exemple. Non, c'est vrai que moi, en fait, tout ce que j'appelais le fond, c'était vraiment par rapport à l'histoire. L'histoire avec l'histoire des personnages, enfin, l'évolution de l'histoire des personnages dans un film. C'est pour ça qu'en fait, je faisais cette séparation-là entre l'image et le fond de l'histoire, en fait. Mais est-ce que vous pensez qu'on parle trop peu de l'histoire quand on parle de cinéma? Moi, j'ai l'impression de plus en plus. Mais c'est peut-être une erreur. C'est justement, c'est avec quelques copains, c'est ce qu'on se dit hein, de plus en plus entre nous, c'est que, ouais, on oublie le côté justement histoire, quoi. Et qu'on a tendance à... C'est le ressenti que j'ai. Alors, voilà. Ouais, ouais. Alors là, Et vraiment, j'ai pas, on parle pas le côté politique, là, c'est même pas la peine, enfin, parce que c'est vrai que moi, je prends vraiment l'image comme quelque chose de politique. Enfin, l'image, pour moi, c'est politique. ouais, je Alors, comprends, mais j'ai l'impression qu'on a tous les deux des attentes, je dirais pas ouais, opposées, ouais, mais qu'en tout cas, le contraste entre nos attentes respectives par rapport au cinéma ouais, façonne un peu le constat ou la nature du dépit qu'on a en entendant les critiques parler. Comme vous attendez beaucoup qu'on parle du récit et éventuellement même qu'on politise l'affaire, vous trouvez ouais, toujours qu'on est en déficit de ça dans la critique de cinéma. Moi, qui m'intéresse beaucoup au récit, qui m'intéresse beaucoup à la politique, quand même au cinéma, ce que j'attends d'abord, c'est qu'on me décrive les objets formellement et qu'on me dise comment c'est fabriqué, comment c'est foutu ce truc. La forme d'un film, la morphologie d'un film, sa facture, c'est-à-dire comment c'est fait. Et ça, je trouve que c'est très peu fait, que c'est mmh. très peu fait. Alors vraiment, là-dessus, on ne doit pas lire les mêmes trucs parce que si j'avais le temps, je vous lirais bien, je vous lirais hier, je vais voir Poor Things de Lanthimos, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, et Ouais, donc j'achète Le Monde en revenant du cinéma, parce que je voulais avoir l'avis du Monde, et puis surtout la critique du Monde, qui est en plus écrite par Mandelbaum, Jacques Mandelbaum, qui est la critique du Monde avec lequel je suis assez rarement d'accord, mais que je trouve toujours intéressant. Et bah, je pourrais vous la lire là, sur 5 colonnes, il y en a 3 qui sont utilisées à décrire, à raconter l'histoire. Tout OK. simplement. Donc je vous y D'accord. renvoie. Si jamais vous tombez dessus d'une manière ou d'une Ouais. autre, ou si vous l'avez Ah, sous la main. alors c'est vrai que moi, c'est les magazines de grand public que j'ai arrêté d'acheter, enfin, depuis 2005-2006, parce que j'ai remarqué qu'en fait, ils parlaient toujours souvent les mêmes films. Enfin, on en achète un, ils parlent des tous les mêmes films qui sortent du mois. Bon, en même temps, c'est normal, c'est un produit, il va vendre dans leur magazine, donc il faut qu'ils parlent des films qui sortent. Mais ouais, j'ai pas retrouvé ce côté, bah, c'est ça, enfin, en fait, ce qui mélange les 2 quoi, à la fois forme et donc à propos de l'histoire. Mais donc il faut peut-être que je change du coup de source, de Ah, voilà, que là-dessus, j'aille voir ailleurs. je vous invite à lire les Cahiers du cinéma, quoi, parce que c'est peut-être une revue qui parfois, dont l'excellence confine à l'opacité, Mmh. mais quand même, je pense qu'on y fait à peu près le tour du cinéma dans les critiques. Vous aurez toujours D'accord, une mention de la façon dont c'est facturé, et puis une mention de ce que ça raconte. ouais, L'idéal étant évidemment de tresser tout ça. C'est-à-dire qu'il serait il serait presque dérogatoire à la morphologie du film lui-même que de séparer ce qui, dans le temps même de la vision, nous est arrivé ensemble. ouais. Parce que c'est ça l'expérience du cinéma, c'est l'expérience de la simultanéité de sensations Mmh mh. et de plans qui
comment dire, se superposent les uns aux autres dans le même plan, quoi, si je puis dire, en tout cas Mmh. donc dans les 5 mêmes secondes du cinéma, vous percevez une lumière, vous percevez des sons, vous percevez des corps, vous entendez les propos qu'émettent ces corps. Ça s'appelle un dialogue ou un monologue, en tout cas les paroles. Et puis, vous percevez peut-être des symboles, vous avez aussi peut-être des éléments de message qui vous sont dispensés. C'est Mmh. ça l'expérience du cinéma. C'est Mmh mh. une drôle d'expérience d'ailleurs, hein, Oui, assez euphorisante pour ça, parce qu'il arrive plein de choses en même temps. c'est ça. Et l'idéal critique serait de les traiter également simultanément. Mais évidemment, c'est compliqué. C'est très, très compliqué parce que les phrases se succèdent. Et Tout donc, à ce fait. qui nous arrive simultanément dans l'expérience même du film doit être déplié et séparé quand on en parle. Et Mmh. ça, comment dire, c'est la malédiction originelle de la critique. Et derrière vous, quand vous voyez vos films et qu'après vous avez décidé d'en faire une critique, vous arrivez vraiment à tout vous rappeler ou vous faites tout de suite ou parce que moi, c'est parfois ça peut m'arriver d'avoir déjà des faux alors que j'ai envie de parler d'un film, mais mince, il y a ce passage manquant qui me manque et qui me fait dire où est-ce que j'ai vu la chose et tout. Et du coup, voilà, enfin, moi, je sais qu'en sortant d'un film, je suis mauvaise, hein, parce que je vais jouer beaucoup sur les émotions du moment, alors qu'en fait, ça peut changer 1 heure ou 2 heures après, ou justement après avoir parlé avec quelqu'un. Et c'est pour ça que du coup, je fais rarement mes critiques à la sortie du film. Je fais plutôt quand ils sortent en streaming ou en version physique, parce que du coup, là, j'ai vraiment pris le temps. J'ai pu le revoir aussi. Enfin, voilà, je suis quelqu'un voilà, qui aime bien prendre mon temps. Voilà, je suis pas trop à vif, quoi. Non, mais c'est bien, c'est bien. Moi, je pense qu'il faut laisser travailler le film en soi, quoi. C'est Et, ça. parce que ça travaille tout seul. Oui. Il y a des choses qui s'agencent tout seul et effectivement, il vaut mieux pas trop en parler ou si ce n'est informellement avec des amis, quand on est avec des amis au cinéma. Ouais. Mais pour vraiment produire un discours un peu intéressant, il faut laisser le film travailler, voilà, faut tranquillement ça peut prendre une semaine, hein, et Ouais. parfois les idées s'éclaircissent. Alors après, quant à la mémoire qu'on a du film, bah, je dirais qu'on en a toujours une mémoire, lacunaire. C'est comme quand on sort d'un livre, hein, on a lu Mmh. 300 pages, mais en fait, on se souvient vaguement de 4 pages, il y a tout un tas de choses qu'on a oubliées. Donc, quand on sort d'un film, il y a tout un tas de scènes qu'on a déjà oubliées, soit parce que dans le temps même où elles ont défilé, on était resté sur la scène d'avant. Mmh. Moi, ça m'arrive souvent, il y a une scène qui me marque et qui me fait réfléchir, en tout cas comme ça, qui travaille en moi immédiatement et donc du coup, je zappe la scène d'après, quoi. Ou alors il y a une réplique qui me tape en me disant: «Ça, c'est la clé du film», ou alors: «Là, il y aurait vraiment des choses à en dire», ou alors: «Quelle belle réplique», ou alors: «Quelle sale réplique». Et du coup, j'entends pas la suite du dialogue. Donc en fait, on n'arrête pas de perdre des choses, c'est Mmh. normal, quoi. Tous les films vont trop vite pour nous. Ouais. C'est aussi pour ça que j'aime bien les films assez lents et posés, parce que j'ai Ouais. l'impression d'en perdre moins. Ouais, c'est Alors ça. que tous les objets qu'on a un petit peu décrits tout à l'heure, les Nolan et autres, bon, Mmh. sont pratiquement programmés pour fabriquer de la perte et de l'amnésie. Mmh. Et je dirais même qu'ils ont peut-être besoin de l'amnésie d'ailleurs pour bien passer. J'ai souvent dit de la série télévisée, dite télévisée, ou la série tout court, c'est qu'en fait, il fallait absolument que le spectateur de série oublie à mesure ce qu'il voit pour que ça tienne. Mmh. Et donc, c'est comme il y a des formes qui fabriquent plus ou moins d'amnésie et qui Mmh. ont plus ou moins besoin de l'amnésie. Mais de toute façon, le cinéma ne peut pas être retenu dans son entier. Mais en même temps, c'est très bien parce que c'est un premier tri. Mmh. Inversement, quand vous vous souvenez de tout, c'est comme dans la vie, en fait. La vie serait intenable si on se souvenait de toutes nos expériences. Ça serait totalement intenable, ça serait l'enfer. Et donc, heureusement qu'on oublie, d'où Oui. la vertu de l'oubli, telle que Nietzsche a pu en parler. Mais pour le cinéma, c'est pareil. En admettant, par exemple, vous sortez d'un film de 2 heures, imaginez l'expérience sensorielle que vous venez de faire. Son, image, dialogue, message, tout ça. Acteurs, tête des acteurs, mouvement des acteurs, voitures, arbres, animaux, montagnes. Tout ça, vous l'avez pris dans la gueule, quoi. Même en plan relativement placide. Euh, et vous vous souvenez de tout. Vous vous souvenez absolument de tout. Vous avez tout imprimé, quoi. Mais alors, du coup, vous êtes dans un drôle d'état, premièrement. Et Mmh. surtout, vous êtes absolument incapable de penser. Ouais. Parce que penser, c'est trier. C'est-à-dire que la pensée, elle trie dans le réel. Elle va choisir tel élément plutôt qu'un autre, elle va synthétiser plusieurs éléments, elle va comparer 2 éléments qui sont impossibles. C'est comme ça qu'on pense, en fait. On découpe une pensée dans du réel. Mais pour découper, ça veut dire qu'il faut lâcher, il faut laisser de la matière de côté. Mmh. Et, euh, et donc, c'est très très bien, en fait, d'une certaine manière, d'avoir oublié la moitié d'un film.
vous dispose assez bien à pouvoir en parler ou pouvoir construire un discours dessus. C'est comme si c'était une préconstruction du discours. Donc c'est pour ça que moi, quand on fait les gènes occasionnés, par exemple, mais j'ai toujours fait comme ça, hein, quand Mmh. j'écrivais à Transfuge, au Cahier ou ailleurs, il était très très rare que je revoie les films pour écrire, hein. Je m'en tenais à ma première vision. Vraiment, avec la gêne occasionnée, là, ça a dû peut-être m'arriver 1 ou 2 fois ou 2-3 fois d'aller revoir le film en vue d'eux, mais c'est tout, quoi. Inversement, par exemple, je fais un ciné-club à Paris dans une salle qui s'appelle, dans un cinéma qui s'appelle l'Arlequin et Mmh. là, souvent, je prends des films qui sont des films relatifs enfin, qui sont du 21e siècle, mais qui ne sont plus en salle, quoi. Ça peut être des Mmh. films de 2003, 2016, bon et là, donc je les ai un peu sur ordinateur, quoi, par, tel ou tel, vecteur et là, donc je peux les regarder 3, 4, 5 fois pour préparer mon intervention au ciné-club. Mais en fait, là aussi, je les regarde 1 fois et demie, quoi. Peut-être que je les regarde 1 fois en m'arrêtant davantage sur les images, en faisant des pauses, des choses comme ça. Mais en fait, je me rends compte très, très vite que, quand on commence à regarder un film 3, 4 fois, on est presque submergé par lui, on est colonisé par lui et on y perd en clairvoyance, je crois. Et puis surtout, ça permet de rester loyal à ses premières impressions. Et je pense que ça, c'est important quand même, hein, de D'accord. rester un peu sur, les impressions d'une première vision. Ça, je pense que c'est quand même la chose la plus honnête. Donc, ouais, je crois qu'il faut respecter aussi le fait qu'un film, ça se consomme comme ça, quoi. Ça défile devant nous et ça va plus vite que nous. Mmh. Donc effectivement, le regarder en faisant des pauses, c'est pas mal, ça permet de voir des trucs, je le fais souvent et ça me rend parfois plus intelligent dans le commentaire, donc je crache pas dessus. Mais quand même, d'une certaine manière, c'est presque dénaturer ce qui est une Mmh. vraie expérience de cinéma. Mmh. Une expérience de défilé en temps réel, et on chope ce qu'on peut. On Mmh. apprend ce qu'on peut au passage. Ouais, ouais, moi aussi, ça dépend vraiment des films. Par exemple, j'ai beaucoup aimé le film Us de Jordan Peele et pour moi, il raconte l'histoire, des droits civiques américains et je savais que c'était en une seule phrase que j'avais vu ça, mais j'ai dû aller le revoir pour me voir laquelle phrase c'était. J'avais pas réussi à l'enregistrer et quand je l'ai vu, ça me paraissait évident, mais enfin, quand je l'ai revu du coup une seconde fois, ça me paraissait évident. Mais c'est vrai que ça m'a aidé quand même pour justement écrire après, ma chronique à moi et ouais, non, et puis des fois, je regarde aussi des films quand j'ai beaucoup un coup de cœur, sans le son aussi, juste Mmh, avec les images seulement. Mais des fois, on a plus d'émotions, des fois, justement, quand on enlève tout et quand on regarde seulement les images. Ça ne ouais, me fait pas pour le film The Revenant, par exemple, d'Alejandro Iñárritu. Maintenant que je le connais par cœur, je peux couper le son et je peux me laisser transporter par l'image. Ou d'accord. alors le dernier Ari Aster, Boy is Afraid aussi. Je coupe le son et je me laisse seulement par les images. Et c'est une autre expérience aussi. Une Ouais, autre cela dit, expérience. moi, c'est un truc que je recommande parfois de faire, justement, Ouais, pour mieux distinguer la morphologie d'un film, la ouais, morphologie générale d'un film, ouais. c'est de se passer le film, en accéléré. Ah, d'accord. Alors, ça vaut pas beaucoup pour les films qui ont déjà 3 plans par seconde, hein. Ça, si Ouais. vous passez en accéléré les films qui ont déjà, ouais, une vitesse de 3 plans par seconde, à peu près, bon, ça va aller trop vite, quoi, vous allez rien voir. Et parfois, sur des plans, sur du cinéma plus posé, peut-être plus européen d'un certain point de vue, même s'il y a un peu de tout partout, ça permet vraiment de voir des échelles de plans qui reviennent tout le temps, ça permet de voir peut-être aussi, tiens, dans quel univers on est, tiens, bah, je Mmh. me rends compte, en fait, que le film est constamment en extérieur. Voilà, c'est des petites remarques intéressantes, ça. Ça aussi, c'est la forme. Ça, je fais un film que à l'extérieur. Il y a jamais de scène intérieure. Il y a des films comme ça. Bah, ça définit beaucoup déjà une identité formelle. Mmh. Moi, je pense qu'il faut toujours devant un film commencer par des choses extrêmement simples comme ça. Mmh. Tiens, nous avons un film qui n'a pas de scène intérieure. Tiens, nous avons une héroïne, nous sommes avec elle tout le temps, nous ne sommes jamais chez elle. Tiens, tiens, Mmh. tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? D'habitude, une héroïne est en partie, ou un héros, caractérisé par son chez-soi, où est-ce Mmh. qu'il habite, voilà, et puis c'est normal qu'il y retourne de temps en temps, quoi, je veux dire, tous les soirs. Et là, non. Tiens, tiens, qu'est-ce que ça produit? Vous voyez, des fois, c'est des choses très simples, hein, on n'est pas Mmh. obligé d'aller dans des grandes élucubrations, techniques ou idéologiques. Mmh. Bah, alors là, pour revenir du coup au débat, et c'est une question supplémentaire, voilà, que j'avais pas posée, aux autres. Ne commence-t-il pas à y avoir trop de modifications de sens au niveau des symboles politiques dans certains films, même si cela reste une fiction? Et j'avais pris comme exemple Joker,
là qu'on a défini comme un anarchiste, alors que c'est absolument pas le cas, c'est plutôt le clown. Barbie comme une féministe, alors que pas du tout, c'est une capitaliste. Et c'est vrai que des fois, bah, du coup, quand on essaie d'en parler avec les gens, c'est assez compliqué de leur faire comprendre que non, non, mais tu sais ce que tu regardes, enfin ce que tu penses que tu regardes, c'est faux en fait. Mais et du coup, voilà, ça a tendance parfois un petit peu à me gêner du coup dans les conversations, quoi. Bah, je note déjà que, vous voyez, ça, je vais marquer un point dans notre petit ping-pong. Je vais m'auto-attribuer un point parce que je suis comme ça. Parce que je suis méchant, d'une part, et injuste. Non, mais vous voyez, bon, bah, ce qui s'est passé autour de Barbie, grand succès Ouais. planétaire, etc. Mais tout n'était que débat idéologique. Mmh. Voilà, c'est ceux que vous avez eus, puisque certains visiblement prétendaient autour de vous ou dans les médias qu'il s'agissait d'un film féministe et que Ouais. vous avez beaucoup ferraillé, vous, Mmh. pour leur démontrer que ça n'en était pas un. Bon, Mmh. et sur Joker aussi. Mmh. Donc, vous voyez bien quand même que le débat thématico-idéologique, il est quand même souvent là, il prend beaucoup de place. Et sur Ouais. Barbie, effectivement, moi, c'est surtout ça que j'ai entendu, débat qui m'intéresse. Bon, moi, si je prends les deux exemples que vous prenez, en gros, la question que vous posez, c'est est-ce qu'il n'y a pas des fois des mésinterprétations idéologiques de certains films, quoi, tout C'est simplement? Est-ce ça, qu'il n'y a pas des contresens idéologiques c'est sur ça. certains films? Et exemplairement, Barbie et Joker. Moi, voilà, je vais prendre les 2 parce que c'est bien, on va penser en situation. Dans le cas de Barbie, moi, ce que j'aurais plutôt moi, je déteste pas le film, premièrement. D'accord. Pas sûr de l'aimer non plus, mais c'est un film contre lequel, dans lequel je me suis pas senti mal à l'aise, D'accord. je dirais presque physiquement. C'est même un film qui m'a un peu fait rire par moments, voilà. Après, quant à savoir justement quelle est l'identité idéologique du film, alors là, je souhaite bon courage à tout le monde parce qu'en Mmh. fait, je crois que la grande ruse du film, qui aurait peut-être à voir précisément avec ses conditions de production, c'est-à-dire, c'est un film qui est quand même très largement financé par Mattel, pour pouvoir promouvoir, de nouveau, pour pouvoir, je sais pas, donner une seconde jeunesse à Barbie elle-même, puis à d'autres poupées ou d'autres figurines, ou je sais pas comment on appelle ça, Mmh. d'autres jouets tout simplement. Bon, donc évidemment, ce conditionnement productif, enfin cet environnement économique, a très largement affecté le film. Donc le Mmh. film, au bout du compte, n'est sûrement pas anticapitaliste, ça c'est sûr, et il est sûrement pas anti-Mattel. Mmh. Alors, est-ce que pour autant il peut être féministe? Bah, moi, je crois que ça fait partie des opérations de marketing de Mattel de l'être un peu, Mmh. quand même, puisqu'il se trouve qu'un certain féminisme, en tout cas, est à la mode. En tout cas, et il y a quelque chose qui se passe de l'ordre d'un phénomène social très, très fort autour du féminisme depuis une dizaine d'années, on va dire. Heu et que donc là, par opportunisme et au sein même de leur calcul capitaliste, bah, les fabricants de Barbie ont quand même injecté dans le produit qu'ils nous proposent du féminisme. Du féminisme. Certaines critiques du patriarcat, une Barbie qui est de cruche qu'elle est en voie d'émancipation. Bon, donc il y a des éléments féministes dans le film. Je pense que le film est tellement malin et veut tellement rassembler plein de gens, dans la salle, veut tellement, emporter l'adhésion unanime, ce qui a été le cas. En tout cas, il a été massivement vu et c'est ça qui intéresse essentiellement les industriels, Mmh. qu'on pourrait très, très bien y trouver des éléments qui sont contradictoires avec ça. On Mmh. pourrait très, très bien faire une lecture effectivement, antiféministe de Barbie. Mais peut-être que se rejouerait à ce moment-là, et ça me permettra de faire transition avec Joker, non pas tant un débat sur le film lui-même, et son degré de féminisme, qu'un débat dont le film ne serait plus qu'un prétexte et qu'un support. Et c'est pour ça que je me Mmh. méfie, moi, des débats idéologiques sur les films, parce que j'ai toujours l'impression que très, très vite, on perd de vue le film. Et en Mmh. fait, quand vous avez si à mon avis, parmi vos interlocuteurs qui vous démontraient bec et ongles qu'il s'agit d'un film féministe, je pense qu'en fait, ils avaient raison, ils étaient de bonne foi, simplement, ils parlaient d'un certain féminisme, lequel serait soluble dans le capitalisme. Donc quand vous dites, par exemple: «Non, c'est pas féministe, c'est capitaliste», c'est parce que peut-être que vous considérez, vous, idéologiquement, j'imagine, je l'intuite, qu'il y a incompatibilité entre le féminisme et le capitalisme. Puisqu'il y aurait une collusion entre le capitalisme et le patriarcat, qu'à ce titre-là, il ne peut pas y avoir de féminisme capitaliste. Mais peut-être que vous aviez affaire en face de vous à des féministes dits libéraux. Ça existe, il y a un féminisme libéral, ça existe en fait. Il est même, je pense, dominant, hégémonique,
Et il est peut-être au travail dans Barbie. Et donc, en fait, le débat entre vous n'était plus un débat sur Barbie, n'était plus un débat sur le film, n'était plus un débat sur le cinéma, mais c'était un débat sur à quel type de féminisme on adhère, Mmh. compatibilité du féminisme avec le capitalisme, etc., etc. Autant de débats qui se jouent, se rejouent, qui sont passionnants d'ailleurs, Ouais. en dehors du cinéma. Et donc, bon, c'est ça, voilà, moi, c'est ma petite méfiance par rapport au débat idéologique. Moi, je donne un peu dans l'idéologie, dans la gêne occasionnée. Hein. Moi, ça m'intéresse toujours. Je Mmh. viens de faire un micro-ciné de 3 heures avec l'ami Samir Adjoum sur Toledano et Nakash. Mmh. J'ai passé à peu près 2 heures et demie sur 3 heures à essayer de démontrer à quel point c'était du cinéma de droite. Donc Mmh. je donne moi-même dans ce genre de choses, quoi. Mais d'une part, je pense que c'est quand même le type de discours majoritaire autour des films. Et deuxièmement, il y a quand même toujours un peu le risque qu'on perde de vue un peu bon, la facture du film, en fait. Qu'est-ce qu'il était Mmh. véritablement? Je pense que dans le cas de Barbie, on le prend presque, à mon avis, un peu trop au sérieux idéologiquement. Un peu trop au sérieux idéologiquement. Parce qu'au Mmh. bout du compte, pour moi, c'est un divertissement populaire plutôt réussi. Parce que je trouve qu'il y a de la drôlerie, je trouve que les chorégraphies sont bien, je trouve que les chansons sont pas dégueulasses, je trouve que Margot Robbie est très bien, je trouve que Ryan Gosling, c'est un de ses meilleurs rôles. Donc au bout du compte, et puis je retrouve mon ami Will Ferrell, que j'aime beaucoup, dans le rôle du patron de Mattel, moi qui me fait bien marrer. Moi, ça me va, hein. Je veux dire, Mmh. et j'ai très, très vite arrêté devant le film. Au bout d'une demi heure, j'ai compris que c'était une espèce d'embrouille idéologique et qu'en fait, il y aurait tout et son contraire. Il y en aurait pour tout le monde. Ce serait une Mmh. espèce d'auberge espagnole idéologique et que donc, ils trouveraient leur compte. Les féministes ceci, les féministes cela, les féministes rouges, les féministes verts, les féministes jaunes, bleus, violets, noirs, marrons. Et que tout ça ferait un bon pot pourri et qu'on pourrait à peu près dire tout et son contraire du film. Ce qui m'amène un peu à Joker. Joker, en fait, c'était un peu la même chose. Moi, je l'avais dit dans ma critique de Joker, hein, entre autres choses, j'avais essayé de démontrer qu'il ne s'agissait pas du tout d'un film d'extrême gauche ou anarchiste ou Mmh. marxiste ou Mmh. ceci, cela. Euh, Chose qui m'importait beaucoup parce qu'effectivement, je commençais à voir fleurir des masques de Joker Mmh. euh, dans les manifestations. Donc je me dis, mais qu'est-ce que il y a une espèce de contresens. Bon, donc D'accord. mais encore une fois, là, c'était plus, je discutais plus de politique que de cinéma. Mmh. Et surtout, je pense que ce qui se mettait en jeu entre ceux qui voyaient un film anarchiste et moi, Mmh. ou d'autres que moi qui avaient la même position, c'était plutôt un débat de cinéma. C'était un débat politique sur qu'est-ce qu'on appelle l'anarchisme. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire au bout du compte l'anarchisme? Qu'est-ce que c'est véritablement qu'un mouvement social? Et là, en fait, on se rendait compte que moi, j'avais affaire à des gens qui faisaient très clairement un amalgame Mmh. entre l'émeute et l'insurrection sociale, l'insurrection anarchiste ou marxiste. Alors que pour moi, ça n'a rien à voir. Mmh. L'émeute du Capitole, qui est à peu près semblable pour moi d'ailleurs à celle de Joker, la Ouais. fameuse invasion du Capitole d'il y a 3-4 ans, il y a 3 ans, Mmh. bah, c'est pas une émeute de gauche, c'est pas Mmh. anarchiste, c'est pas marxiste, donc il peut y avoir des émeutes d'extrême droite. C'en était une carrément, je veux dire, d'extrême droite, elle a été ourdie par des gens d'extrême droite, parfaitement recensée comme telle, Mmh. s'affichant comme telle, donc c'est pas moi qui suis en train de leur faire un mauvais procès. Genre, ouais, en fait, c'est des fachos, pas du tout, c'est eux-mêmes qui le disent. Enfin, il y Ouais. avait des suprémacistes blancs, il y avait à peu près toute la clique, quoi. Mmh. Nombreux d'ailleurs. Donc, il peut y avoir émeute sans que ce soit absolument, aucunement, disons, un mouvement d'inspiration anarchiste ou d'inspiration marxiste ou, disons, d'inspiration de gauche en général. C'est tout Mmh. à fait possible. Et Joker, c'était ça qui se jouait. Et je pense que les gens qui voyaient dans la fin de Joker, dans l'émeute finale, quelque chose d'une vraie insurrection sociale populaire, d'inspiration, enfin de gauche, étaient tout simplement. C'est pas tant qu'ils n'étaient pas au clair avec le film, c'est pas tant qu'ils avaient été un mauvais spectateur du film, c'est qu'ils n'étaient pas au clair avec leurs opinions politiques. Ils n'étaient pas au clair avec leur propre perception de ce que c'est qu'une insurrection émancipatrice ou pas émancipatrice. Et donc voilà, il suffisait. Je pense que c'est des gens qui probablement pensaient que à partir du moment où des gens se réunissent dans la rue, brûlent des bagnoles, foutent un peu le bordel et ont des pancartes Kill the Rich, c'est un truc de gauche. Mais c'est pas vrai. Il y Mmh. a une tradition d'extrême droite où on dit Kill the Rich aussi. Hein. Je veux dire, dans les années 30, l'extrême droite française était intarissable sur les 100 familles qui tenaient. Bon, le PC aussi, cela dit, mais c'est peut-être pas une référence. Euh, sur les 100 familles qui tenaient la France, avec un soupçon d'antisémitisme dans tout ça, d'ailleurs. Bon, bref.
Et donc, s'en prendre aux riches en tant que riches n'est pas un programme de gauche, il faut le dire. Donc en fait, voilà, vous voyez, en fait, on retrouve encore une fois un débat qui a l'air d'être un débat de cinéma, mais qui est en fait un vrai débat idéologique qu'on pourrait tout à fait avoir. C'est un peu le même débat qui a pu avoir lieu de temps en temps sur les gilets jaunes, Ouais. où finalement, on pouvait faire une lecture de gauche du mouvement, d'autres gens disaient: «Mais pas du tout, la gauche est en train de les récupérer», alors qu'en fait, fondamentalement, au départ, c'était un mouvement plutôt d'inspiration droitière. Voilà, là, il y a eu des débats de cet ordre-là. Mmh. Heu, bon, finalement, c'est à peu près le même genre de débat qui se jouait autour de Joker. Mmh. Bah, du coup, ça fait une bonne transition, mais c'est pour moi, du coup. Est-ce que vous voyez, le cinéma et l'art, comme la politique ou pas du coup? Ou est-ce que vous essayez de faire la différence au maximum? Entre le cinéma et la politique? Ouais, et l'art même en général. Ouais, là, de toute façon, c'est mon grand sujet, moi, hein, et bon, Ouais, finalement. j'ai souvent Mmh. annoncé que je faisais un livre dessus. Bon, cette fois, j'en suis un peu venu à bout, donc il sortira, en septembre, octobre, où il sera beaucoup question de ces questions-là. Pas seulement, D'accord, mais quand même beaucoup. ouais, Donc j'essaie de mettre au point 2-3 trucs. Mais c'est vrai que, moi, j'ai souvent avancé, j'ai découvert un peu la politique en même temps que l'art, à peu c'est près. pareil. Je Mmh. me suis conscientisé politiquement en même temps que je me rendais compte qu'il se passait des choses très, très grandes du côté de l'art et que j'avais très, très envie d'aller Mmh. les explorer. Donc quand j'ai eu 15, 16, 17 ans. Donc dès le début, il y a eu un nouage entre les 2 pour moi. Il y a eu quelque chose qui s'est tressé entre politique et art, et en même temps, dès le début, je me suis méfié de l'amalgame entre l'un et l'autre, d'une saisie trop univoquement politique de l'art, et aussi peut-être d'une saisie de l'art, trop, détachée des questions politiques. OK. Et alors donc en fait, il faut faire jouer les 2 Ouais, et il faut les croiser de temps en temps, mais il faut savoir aussi les traiter spécifiquement. ouais. Il faut savoir ne pas étouffer les œuvres sous la politique. Il faut savoir ne pas appréhender la politique comme une œuvre d'art, parce que Mmh. parfois elle est plus triviale que ça. Elle concerne la vie des gens, elle concerne notamment à gauche, quoi. Je veux dire, on traite de choses qui sont, on traite de gens qui sont en train de mourir en Méditerranée, on traite de gens qui sont en train de se faire virer, on traite de gens qui sont en train de dormir dehors. Donc là-dessus, je dirais qu'on peut un peu de temps en temps mettre entre parenthèses ce que j'appellerais par un regard esthétique sur ces questions-là. Mmh. Et en même temps, je pense qu'il y a un tronc commun entre le déploiement des formes esthétiques et le déploiement de modes de vie alternatifs qu'on essaie d'inventer en politique. Je Mmh. pense il y a beaucoup à aller chercher dans l'inventivité politique. L'art a beaucoup à gagner à considérer l'inventivité, Mmh. politique. Et puis je crois que la politique, en tout cas la politique d'émancipation, a beaucoup à gagner à aller voir, l'inventivité esthétique, enfin la façon dont des livres, des films, des tableaux dessinent des rapports au monde qui ne sont pas complètement alignés sur les modes de vie qui nous sont imposés. Mmh. Évidemment qu'on gagne toujours à faire jouer tout ça, à faire dialoguer tout ça, mais que ça reste un dialogue, quoi, hein. Faut Ouais, bien garder cette bipolarité, si je puis dire. Heu, d'accord. c'est important. Vous voyez, c'est un petit peu ce qui est apparu dans ce que je disais de Barbie et de Joker. Ouais. Je trouve très sain qu'on essaie de se demander de quel côté est le Joker politiquement. Je pense que c'est vraiment une question qu'il faut se poser, puisque de toute façon, il se termine par une insurrection. Mmh. Heu, il faut pas qu'on perde de vue le film. Ouais. Voilà. Mmh mh. Et parce que très, très vite, c'est parti, quoi. C'est-à-dire le film est très loin, et moi j'ai connu ça, je veux dire, je l'ai vécu dans ma propre chair, si je puis dire, en faisant ma victime, au Mmh. moment où je sortais Entre les murs. Là, Ouais. j'ai vu de l'intérieur, enfin en tout cas le film Entre les murs, mais le livre déjà aussi beaucoup, mais le film a fortiori. Comme c'était un film qui avait énormément d'enjeux sociaux, Mmh. sociétaux, idéologiques, culturels, et qui brassait un sujet éminemment politique et hystériquement investi par, les troupes de la politique, alors j'ai vu, moi, le film être recouvert très, très vite, ouais. C'est-à-dire que, Mmh. voilà, j'ai vu dans les débats auxquels je participais, à la fin des projections, Mmh. je voyais qu'en fait, la morphologie du film, sa facture véritable, quoi. C'est-à-dire Mmh mh. ce qu'il y avait vraiment dedans, quoi. Ce qu'on avait essayé de faire était très, très vite, absenté de la discussion. Mmh. Mmh.
Et il s'agissait tout simplement là de dire si le film était pro-école ou anti-école, si le film était de gauche ou de droite, si le film était réactionnaire ou pas, si le film était raciste ou en fait antiraciste, si le prof était gentil ou méchant, si la façon de faire du prof valait exemple pédagogique ou au contraire contre-exemple, etc., etc. Et donc, moi, à un moment, j'ai dit, je m'en vais, vous n'avez plus besoin de moi. Parce que, en fait, ce Ah qu'on a ouais. fait, nous, là, avec Laurent Cantet, enfin, surtout Laurent Cantet et moi en petit lieutenant, eh ben, ça a pas l'air de beaucoup vous intéresser, en fait, quoi. Non, c'est vrai que moi, effectivement, ça, je l'accepte de plus en plus. Alors moi, c'est plus, en fait, parce que j'ai fait de la scène pendant 10 ans, je fais partie du mouvement du slam de poésie. Et en fait, pour moi, l'acte politique, c'est surtout quand j'écrivais, en fait, tout simplement, et après, et que je montais sur scène. Après, est-ce que c'était forcément politique ou pas, ça, c'était aux gens de choisir, mais c'était surtout l'acte qui était, pour moi, politique, en fait. Bien sûr, je crois que je comprends à peu près dans quel sens, et c'est très vrai. Il y a tout un tas de gestes esthétiques qui sont immédiatement des gestes politiques. Bien Ouais. sûr, évidemment, et c'est très beau, et ça fait autant partie de la politique qu'une manifestation lambda ou une, C'est ça, moi, ça a été ça. C'était, je fais la politique et je fais la scène, et je préfère quand même choisir la scène. oui, je Et comprends très voilà, j'avais 25 ans quand j'ai commencé, j'en ai fait pendant 10 ans. Et voilà, j'avais très envie de m'engager, mais je n'arrivais pas. Et c'est la scène, en fait, voilà, qui a été justement ma manière à moi de me montrer et puis de pouvoir m'exprimer aussi. Et bien. Mmh. c'est vrai que, ouais, voilà. Bon, après, j'ai vu qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas dans le mouvement, parce que bon, voilà, c'est. Après, quand il y a des événements où on découvre les vrais visages de certaines personnes, donc on s'aperçoit que c'est pas finalement tant de gauche que ça. Donc voilà, là, c'est toujours le problème par rapport à ces prises de position politiques personnelles. Mais c'est vrai que pour ça que j'ai pris un peu voilà, de distance du coup là ces dernières années avec le mouvement. Mais voilà, ouais, voilà, c'est ça moi que je dis, c'est l'acte de créer une œuvre qui est politique surtout en fait. Non, non, je comprends très bien, je comprends très bien. Mais moi, Ouais, je suis très attentif à ça. D'ailleurs, je trouve qu'en général, les comment dire? Heu, il arrive que sur la scène politique pure, ouais. on essuie beaucoup d'échecs. Mmh. C'est compliqué de déplacer des montagnes, Oh parce que oui. précisément, ce sont des montagnes qu'il y a à déplacer, qui s'appellent le capitalisme, qui s'appellent le patriarcat, choses comme ça. Et souvent, en fait, c'est sur la scène esthétique que qu'on a affaire à des gestes politiques qui, au moins, opèrent. Au moins, ils marchent, quoi, puisque, au moins, ça a été fait. C'est-à-dire que vous êtes montés sur scène. Ouais. Ça ça a eu lieu. Mmh. Et ça, le capitaliste pourra pas vous le prendre. Et Mmh. c'est vrai que souvent, moi je conseille souvent aux militants dépités, aux militants désabusés par leur impuissance ou parfois Mmh. aussi, comme vous l'avez entrevu, par des petites bisbilles internes ou des voilà, des comportements pas à la hauteur des idéologies qui s'affichent. Je trouve que dans l'art, il y a, un exercice plus immédiat de la joie, Ouais. d'une sorte d'émancipation, en acte quoi, véritablement. Donc je Mmh. pense que ça fait du bien à tout le monde de pratiquer la scène esthétique d'une manière ou d'une autre, soit en étant partie prenante comme vous l'avez été, comme je le suis en tant qu'écrivain par exemple, Ouais. mais aussi en tant que tout simplement récepteur quoi. Mmh. Regarder des œuvres, en parler, ça c'est quand même là, oui, je dirais, j'ai l'impression que la Oui. politique fabrique mécaniquement de la mélancolie, la pratique de l'art fabrique mécaniquement de la joie, quoi. Donc Complètement. je pense que c'est bien de faire les 2. Ouais, ouais, ouais. Bah, en plus, je te rejoins aussi, vous avez dit dans un entretien, c'était avec des jeunes, LGBT avec qui vous avez discuté et vous disiez aussi: «Être entre nous, finalement, on pense pas tant des choses que ça» et c'est vrai qu'aussi à la fin, c'est ce que je voyais. À être trop entre nous, finalement, il n'y a pas d'évolution parce que de toute façon, on est tous d'accord donc finalement, on n'arrivait même pas finalement, à avoir plus en fait que notre mouvement aussi. C'est pour ça qu'aussi j'ai arrêté et ça, je Oui, vous ça je rejoins. bah, ça c'est un constat qu'hélas font pas mal de militants, notamment Ouais, dans les mouvements minoritaires, ouais, puisqu'on se rend compte qu'on est souvent dans un certain entre-soi, en fait. c'est ça. Et bon, après, je pense que c'est quand même important. Je pense que ça a dû vous faire du bien aussi, quand Ah même, oui, un oui, moment, ah de vous oui, retrouver dans un certain entre-soi, parce que ça crée quand même une sorte de fraternité ou oui. sororité, qui est quand même, je pense, assez vivifiante. Mmh, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, bah, super, même si on a un peu, Merci, dévié à la fin, mais c'est super. Merci beaucoup en tout cas, d'avoir bah, c'est répondu moi. présent et voilà, bah, en tout cas avec plaisir, de reparler de cinéma parce que, bah, c'est vrai que j'aime beaucoup, votre émission du coup D'accord. et voilà, bah, alors c'est vrai que je lis moins, enfin je suis plus livre politique que roman, donc c'est vrai que du coup je lis un peu moins les romans dont vous faites la critique, mais j'écoute quand même parce que bon voilà, ça peut être intéressant aussi quoi.
Donc merci beaucoup. Tant que vous nous écoutez, ça nous va. Cela dit, je vous conseille vraiment vivement le dernier livre dont on a fait la jeune occasionnelle, D'accord. parce que OK. politiquement, ça vous intéressera. Ah OK, bah, très bien. Voilà, D'accord, je note. c'est sur la justice, comme vous l'avez compris, Ouais, et vraiment, je pense qu'en fait, si vous avez soif de politique, c'est un livre éminemment politique. d'accord. Bah, Donc super. vraiment, voilà, OK. c'est mon conseil. D'accord. Merci beaucoup, François. À très bientôt. À très bientôt. Donc j'arrête. J'ai toujours le problème de la souris qui disparaît. Voilà, je vais tout arrêter.